Lorsqu'on crée des personnages pour une histoire, il faut que ces personnages soient remarquables. Il faut qu'ils soient réalistes. Il faut qu'ils soient crédibles. Si vous regardez autour de vous et que vous pensez à des personnes que vous connaissez, parfois très bien, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas tout expliquer chez un individu. Les gens ont des réactions qui parfois s'expliquent et qui parfois sont bien trop humaines et complexes pour être explicables. Vous, votre travail de narrateur, ça va être de raconter l'histoire de personnages qui ont ce réalisme-là. On peut montrer une action, on peut exprimer tout un tas de choses intérieures de la part d'un personnage simplement par les actions qu'il réalise. Néanmoins, un personnage, vous ne pouvez pas tout expliquer de lui. Vous ne pouvez pas commencer une histoire et expliquer la psychologie d'un personnage à la fin et que dans votre acte 3, vous ayez tout résolu et comme ça, on sait exactement qui est cette personnalité et vous la mettez en boîte, en quelque sorte. Non, un personnage, il doit être complexe. Et la complexité favorise le réalisme. Votre personnage, il doit avoir une philosophie, une attitude. Quels sont ses principes? En quoi croit-il? En quoi ne croit-il pas? Est-il quelqu'un de franc du collier, honnête? Est-il quelqu'un qui a peur de quelque chose? Quelles sont ses craintes? Quelles sont ses angoisses? Quelles sont ses certitudes? Un personnage qui fonctionne, c'est un personnage qui a un ton, qui est une voix. On va devoir faire attention quand on écrit un scénario à ne pas avoir des personnages qui font double emploi, avoir deux personnages qui se ressemblent beaucoup. Ou alors c'est une caricature. Si vous prenez Dupont et Dupont dans le Tintin de Hergé, dans la bande dessinée, vous avez deux personnages qui sont absolument identiques, à tel point qu'ils vont même répéter les mêmes phrases. Là on est dans la caricature. Mais dans un film, dans une histoire, chaque personnage va avoir un rôle particulier. Et donc il va être important pour vous, pour le scénariste, de créer des personnages qui soient uniques, différents les uns des autres, et qui apportent quelque chose de particulier à chaque personnage dans l'histoire. C'est très important. Parce que votre personnage, il a une pensée, il a une attitude. Or, ces pensées vont lui donner une envie d'objectif. C'est-à-dire que le personnage, le guitariste de jazz qui veut être célèbre, il a de l'ambition. Son ambition veut le mener à la gloire. Et donc, dès que vous partez de l'attitude d'un personnage, de sa personnalité, vous allez motiver son objectif et donc vous allez générer de l'action. Les intentions, les attitudes, la philosophie d'un personnage va expliquer et justifier les actions de ce personnage. Donc si vous construisez un personnage qui a une attitude, qui a une action qui est crédible, fondée, réaliste, ses objectifs et ses actions seront fondés, crédibles et réalistes. A l'inverse, si on ne sait pas exactement pourquoi un personnage fait telle ou telle action, pourquoi ce personnage a telle ou telle réaction, si on n'a pas l'explication de tout ça, pour le spectateur, pour le lecteur, ça ne sera pas clair. Il faut qu'on comprenne les choses. Vous savez, ce qui se conçoit facilement s'énonce clairement. C'est la même chose pour les personnages. Si les choses sont claires, si elles se comprennent, on comprendra ses actions, on comprendra ses motivations. Un personnage, il peut avoir plusieurs couches de personnalité. On a tous une façon d'être en public. Quand on parle, quand on présente en public, quand on est là, on va avoir une façon de se tenir, une façon de se présenter. Quelque chose qui n'est pas forcément révélateur de qui on est profondément. On voit des films où la personne courageuse, dans certaines situations, devient lâche. Et inversement, le lâche devient courageux dans une situation particulière. Il y a un principe extrêmement important quand on crée un personnage, c'est de savoir que plus vous soumettez ce personnage à une situation stressante, plus vous soumettez le personnage à quelque chose qui implique de la pression sur ce personnage, plus vous allez révéler sa personnalité. Vous voulez savoir si un personnage est courageux? Vous n'allez pas simplement le mettre devant un stand de glace et devoir choisir entre la fraise et la glace au chocolat. Aucun enjeu là-dedans. Aucun risque, aucun danger. En revanche, si le héros il est sur le point de désamorcer une bombe et qu'il doit choisir entre le fil bleu et le fil jaune, là, en l'occurrence, on voit le courage du personnage. Va-t-il faire un choix? Va-t-il ne pas avoir le courage de couper l'un des fils? Plus la situation est tendue, plus la situation est stressante, plus votre personnage se révèle. Et c'est extrêmement important d'avoir des personnages qui soient réalistes et qui soient donc épais, divers, multiples, à multi-visages. Vous n'avez pas des personnes qui sont monochromes. Ou alors on peut appeler ça des stéréotypes. Ce sont des personnages qui vont avoir une fonction. Ce sera un méchant, un vrai méchant. Le vrai méchant qui n'a pas de problème avec le fait d'être méchant, qui n'a pas de problème à l'intérieur de lui-même, qui n'a pas de doute, qui n'a pas de tension, ce personnage-là, il n'est pas très intéressant. C'est le méchant des dessins animés. Mais ce n'est pas le vrai méchant, c'est pas l'opposant, c'est pas l'antagoniste. C'est pas ce personnage qui, malgré le fait qu'il est opposé au personnage principal,
il a une complexité. Favorisez toujours des personnages complexes, multiples et intéressants. De cette manière-là, vous apporterez à votre histoire une dimension absolument unique, qui est celle d'avoir une histoire, en plus d'être riche, qui sera illustrée par des personnages eux-mêmes d'une certaine richesse. Le personnage dont vous voulez raconter l'histoire doit vivre des conflits. Un personnage qui n'a pas de doute, qui n'a pas d'incertitude, qui n'a que des convictions, n'est pas intéressant car il n'est jamais remis en question. Vous, au contraire, ce que vous cherchez, c'est à montrer la complexité de l'individu, les multiples facettes de sa personnalité. Et pour cela, on va passer par le conflit. Dans son livre Story, Robert McKee dit qu'il y a 3 types de conflits. On peut discuter du fait qu'il y en aurait d'autres, mais on va détacher 3 types de conflits principaux. Le premier type de conflit, ça sera le conflit intérieur. On peut avoir un personnage qui est en lutte avec lui-même, avec sa personnalité, avec certains traits de sa personnalité. On prendrait par exemple un film sur un tueur en série, qui dans ses moments de lucidité ne supporte pas le fait qu'il a des pulsions meurtrières. Et donc, c'est un personnage qui va lutter contre lui-même, contre sa personnalité, contre le fait de céder encore au meurtre. Ça, c'est un conflit intérieur. Ce qui peut être compliqué dans le conflit intérieur, c'est qu'il est plus destiné à quelque chose qui pourrait être la forme du roman. Parce que le conflit intérieur, il se passe uniquement dans la tête du personnage. On n'est pas obligé de montrer tant de choses que ça. Et nous, dans la forme du scénario, c'est quelque chose qui va nous poser problème. Les doutes des personnes, on doit réussir à les montrer visuellement. Parce que si vous n'arrivez pas à les faire visuellement, vous risquez de tomber par exemple dans la voix off. La voix off, ça peut être un outil extrêmement intéressant, mais c'est aussi quelque chose de très risqué. Utiliser de la voix off pour parler du conflit intérieur d'un personnage et avoir une voix qui parle des doutes, et non, je ne veux pas tuer, et pourtant je suis un assassin, mais je ne veux pas tuer, je ne voudrais, etc., etc. C'est quelque chose qui va alourdir terriblement l'histoire. Et le spectateur, il ne s'y trompera pas. Il va se lasser de ça. Donc si vous avez un conflit intérieur, il faudra penser à le montrer. Ça peut être des gestes, ça peut être des habitudes, en tout cas des choses qui font que le personnage, on sent son mal-être. On doit pouvoir exprimer son mal-être par des actions et non pas par des mots. Il faut toujours choisir de montrer plutôt que de faire dire ou de dire. C'est le premier type de conflit, c'est donc le conflit intérieur. Le deuxième type de conflit, ce serait celui qu'on va appeler le conflit à l'autre, le conflit à autrui. Un personnage a un problème relationnel. Un enfant a un problème de relation avec ses parents. Un couple qui se dispute. Des associés dans un braquage de banque qui ne sont pas d'accord sur la façon de faire. Il y en a un qui veut faire un braquage sans tuer personne, et l'autre il préférerait tuer tout le monde pour récupérer l'argent. Le conflit tel qu'il est comme ça, le conflit à autrui, c'est un conflit qu'on trouve beaucoup dans le théâtre, où vous avez la contrainte de l'unité de temps, d'action et de lieu. Donc vous avez une relation entre les personnes. Il est plus facile de montrer un conflit à autrui qu'un conflit intérieur parce que vous pouvez faire discuter les personnages. Mais encore une fois, la discussion, ça peut être quelque chose qui va alourdir votre propos. Il faut faire donc très attention à ne pas trop faire peser sur votre narration des échanges et des explications entre les personnages. Un couple qui se dispute et que chacun envoie ses 4 vérités à la face de l'autre, ça peut être très long. À moins de faire un scénario qui soit extrêmement parlant, où vous avez énormément de dialogue et que c'est votre choix, votre positionnement, on peut essayer de montrer les choses, encore une fois, par des actions. Comment est-ce qu'on montre la divergence entre des personnes? Comment est-ce qu'on fait sans les mots pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux, entre ce frère et cette sœur, entre ses associés, entre ses collègues de travail? Troisième type de conflit, c'est le conflit au monde, à la société, à ce qui est au-dessus de nous. Ça peut être le conflit à Dieu. Le personnage est face à une machine qui est bien plus grande que lui. Ça peut être une personne qui est face au chômage, à la rupture, une entreprise qui ferme, des investisseurs dont on n'entend pas parler, en tout cas qu'on ne voit pas à l'image, mais qui mettent en danger toute la vie et la survie des employés d'une usine. Et le personnage principal, qui est un employé de cette usine, il voudrait pouvoir lutter contre ce conflit. Mais il est opposé au monde. C'est David contre Goliath. On est dans quelque chose qui est face à l'immensité. Votre personnage, il peut être en conflit avec Dieu. C'est le cas dans Amadeus, le film de Milos Forman, où vous avez un personnage, le personnage de Salieri, qui a une vraie réflexion sur la créativité et une vraie réflexion sur l'art et sur l'élégance et sur la vulgarité. Et il est face à Mozart, qui du coup est un virtuose
mais qu'il trouve d'une vulgarité absolue. Et donc Salieri, qui pourtant avait demandé à Dieu de lui donner le talent d'écriture musicale, se retrouve finalement à être en conflit avec lui. Parce qu'à chaque fois où il invoque le Dieu, le divin, il se retrouve face à un échec et une réussite de Mozart. Donc dans cette situation-là, il y a vraiment une opposition, non pas à autrui, non pas à soi-même, mais une opposition à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus difficile à vaincre. C'est toutes les histoires où vous devez sauver le monde. Quand vous avez un super-héros qui doit éviter l'invasion d'extraterrestres, ou qui doit éviter qu'une bombe explose parce que sinon le monde sera détruit, ou empêcher un virus d'être propagé, vous êtes dans le conflit face au monde, face à quelque chose qui est une force sur laquelle on n'a pas de contrôle. Et il va donc falloir lutter et avoir un conflit de cet ordre. Ce qui peut être très intéressant, quand vous écrivez une histoire, c'est que votre personnage vive plusieurs types de conflits simultanément. C'est le cas pour le personnage principal, ça peut être également le cas pour les personnages secondaires. Mais si vous faites en sorte que votre personnage vit à la fois un conflit intérieur, un conflit envers autrui, envers sa famille, un conflit au monde, vous créez une complexité. C'est-à-dire que votre personnage, il n'est pas monochrome. Parce que ce tueur en série qui ne veut pas tuer, en même temps, peut-être que ses tendances à tuer permettent de résoudre des énigmes. La série Dexter fonctionne comme ça. Vous avez un tueur en série qui travaille à la police, et en même temps, ce personnage, il est capable, par sa façon de penser, de résoudre des enquêtes. Donc, certains conflits vont résoudre d'autres problèmes. Et c'est là qu'on devient intéressant, c'est là qu'on raconte une histoire qui est vraiment riche et dense. C'est quand vous allez multiplier les formes, les couches, les épaisseurs, et que votre personnage, à travers ces différents degrés de conflit, va réussir à devenir un être intégral, un humain. Il aura cette humanité complexe qu'on connaît aux gens qui nous entourent, aux gens réels. Pas aux personnages stéréotypés. On parle vraiment d'un personnage qui est complexe. Et en passant par ces trois types de récits, vous parvenez véritablement à pouvoir apporter une image et un personnage qui soit riche et complexe. Et ça se fait grâce aux différents degrés de conflit. On va parler un petit peu plus en détail maintenant de l'arc narratif du personnage principal et de ce qu'on appelle le mythe du héros. Il y a un ouvrage écrit par Joseph Campbell qui s'appelle Le héros aux 1000 visages et qui traite du parcours du héros, de la complexité du parcours d'un héros et de toute l'évolution d'un personnage qui est innocent et neutre et qui deviendra à la fin le héros qui sauve le monde. Il y a plusieurs étapes dans le parcours du héros et dans le mythe du héros. La première chose qui est importante, et cette chose-là on la retrouve aussi par exemple dans la poétique d'Aristote, c'est que votre personnage principal, l'idéal c'est qu'il soit appelé à l'aventure malgré lui. Si vous avez un personnage qui attend sur le pas de la porte qu'une aventure vienne le chercher pour qu'il puisse aller enfin mener le combat qu'il a toujours rêvé de mener, ça peut fonctionner, mais c'est moins intéressant que d'avoir quelqu'un qui ne veut surtout pas partir de chez lui. Là je pense à un livre de Tolkien, Bilbo le Hobbit, qui a été fait en film, et vous avez un personnage, Bilbo Baggins, qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de rester chez lui. Et vous avez un moment, l'aventure qui vient frapper à sa porte. Alors l'aventure, ça va être le personnage de Gandalf dans cette histoire, mais peu importe, c'est un personnage qui ne veut pas y aller. Si votre personnage mène son quotidien comme si de rien n'était, et qu'il doit lutter avant de se retrouver sur les routes, vous avez un personnage qui se voit embarqué par une aventure. Et ça, c'est un point positif pour votre histoire, ça dynamise le propos. Votre personnage, il est intéressant. Luke Skywalker, dans le Star Wars de George Lucas, il est intéressé par la rébellion, il est intéressé par toutes ces choses-là, mais il est fermier, et il doit rester fermier avec son oncle et sa tante. Il n'est pas dans cette situation où il est d'un coup sur les routes de l'aventure en plein milieu d'une guerre. C'est un personnage qui est appelé à l'aventure malgré lui. Souvent, votre personnage principal, il a besoin d'un compagnon pour l'aider à passer à l'aventure. On a parlé de Gandalf pour Bilbo le Hobbit. On peut parler également d'Obi-Wan Kenobi dans le Star Wars de George Lucas. Vous avez des personnages qu'on peut appeler des aidants, des personnes qui vont venir aider le héros à aller sur la route. L'illustration parfaite, c'est justement dans le Hobbit, dans le livre, Tolkien dit que la seule chose qu'il a fait à Bilbo, c'est de lui mettre un coup de pied aux fesses pour l'envoyer sur la route. Et c'est vraiment cette idée-là. Vous avez des personnages qui sont accrochés à leur certitude, et vous avez un autre personnage qui est là, soit en lui révélant des vérités, par exemple Obi-Wan Kenobi parle du père de Luke Skywalker, soit en lui mettant un coup de pied aux fesses, mais en tout cas, il envoie le personnage principal sur la route.
De cette manière, le héros commence son chemin. Et dans cet appel à l'aventure, il va passer par différentes étapes. Il va devoir passer par une étape où il va être en formation, en quelque sorte. Le héros va découvrir ses pouvoirs, ses propres capacités. Le personnage découvre son chemin. Il découvre quels sont ses talents. Comment il peut devenir potentiellement le personnage qui peut sauver le monde. Ensuite, ce personnage, il va être confronté à des dangers bien souvent bien trop forts pour lui. Il n'est pas capable de lutter contre le danger qui est face à lui actuellement. Il est trop tôt, il n'est pas formé, il n'est pas encore un héros. Il est simplement un voyageur qui tente de devenir quelqu'un. C'est souvent dans ce moment-là que votre personnage va faire l'expérience de la mort. Votre personnage peut se retrouver face à sa propre fin. Et il y a ici une notion de transformation. Votre personnage, il est allé au bout de l'enfer. Si vous regardez Hercule, même prenons le dessin animé, Hercule, il va aller jusqu'à plonger dans le Styx, dans le fleuve des enfers, pour aller chercher l'âme de la personne qu'il aime, pour pouvoir enfin devenir quelqu'un. Il va se transformer. Et ça, c'est très important, d'avoir un personnage qui n'est pas simplement quelqu'un qui s'entraîne, qui devient très très fort et qui après, il est tellement fort qu'il bat le méchant. Non. Il s'entraîne, mais à un moment, il est confronté à sa propre fin. Et donc ce personnage-là, il évolue, il se transforme, et il est en charge des choses. Maintenant, le héros, c'est lui qui mène la bataille. C'est lui qui dirige les armées. C'est lui qui va être poursuivi par le mal. Le mal lui court après. Ce personnage-là, qui était un simple voyageur, le mal, le méchant, ne prenait pas vraiment au sérieux cet ennemi. Mais maintenant, les choses ont changé. Il s'est transformé, il est devenu un personnage potentiellement un héros. Et donc ce personnage-là, le mal le poursuit. Et donc, il va y avoir vraiment cette notion de combat entre le bien et le mal. On est vraiment dans l'archétype, on est vraiment dans le mythe. Vous avez le bien qui s'oppose au mal. C'est extrêmement blanc et noir. Mais ça reste un concept intéressant à étudier et ça peut vous permettre d'inspirer des grands mythes comme, effectivement, par exemple, Star Wars. Votre personnage va venir un moment à défaire le mal. Là où il avait échoué, là où il était presque mort, là où il a fait l'expérience de sa propre finitude, ce personnage-là, il va maintenant vaincre le mal. Il va vaincre le mal et il sera changé à jamais. Notre personnage n'est plus celui qu'il était au départ. Au même titre qu'au début de l'histoire, sa vie ne pouvait plus continuer à cause de cet élément perturbateur qui est venu dans son quotidien, ce héros, qui a défait le mal, qui a vaincu l'ennemi, ne sera plus jamais le même. Et donc ce personnage-là, il est dans un état de résurrection. C'est-à-dire qu'on passe dans quelque chose où votre héros, il est enfin transformé. Il est enfin dans les étoiles. Il a atteint le statut de héros. C'est lui maintenant, c'est vers lui que maintenant tout le monde regarde. Dans Star Wars, à la fin du premier épisode de Star Wars, c'est lui qui a la médaille autour du cou. C'est un personnage qui est reconnu. Il est reconnu par lui-même, par sa propre confiance en lui. Si on revient sur les conflits, tous ses doutes sont envolés. Il sait ce qu'il vaut. Il est maintenant devenu un chevalier. Et en même temps, tout le monde compte sur lui. Il est devenu le héros. Il est devenu la lumière dans la nuit. C'est cette lanterne qu'on va suivre et personne d'autre. Le héros est devenu quelqu'un de différent. Il reste une dernière chose dont on peut parler, qui est le mythe de la guérison. Le mythe de la guérison, on le voit souvent dans les films policiers, par exemple, ou dans les livres, les romans noirs. Vous avez un policier extrêmement talentueux, mais qui est brisé par la vie. C'est un personnage qui boit de l'alcool, qui a perdu un enfant, qui a perdu sa femme. Il y a quelque chose de traumatisant dans sa vie dont il n'a pas guéri. Un événement marquant, un événement dramatique. Il est le seul survivant d'un crash d'avion, ce personnage. Il est le seul à avoir vu le mal, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là, il a une plaie ouverte. Et il continue de porter cette plaie ouverte le long de son parcours. Et malgré les chemins qu'il emprunte, tout le ramène à cette douleur intérieure, à cette plaie ouverte. Eh bien, le mythe de la guérison, c'est qu'en fait, en faisant son trajet, en faisant cet arc narratif, notre personnage principal, notre héros, à un moment, le fait de défaire le mal, il va aussi défaire son propre mal. En tuant l'ennemi, en vainquant l'ennemi, il va vaincre sa propre blessure. Le mythe de la guérison, c'est l'idée de dire que le conflit intérieur du personnage est en quelque sorte lié aussi à l'histoire. Et donc, la réussite de son parcours, la réussite de son arc narratif, la réponse à la question de l'acte 1, si elle est répondue positivement, favorablement dans l'acte 3, eh bien ce personnage-là, il guérira. Et donc, ce héros, à nouveau, sera ressuscité. On peut donc voir que dans ces mythes, et je vous encourage vraiment à lire
Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, c'est un ouvrage extrêmement intéressant, extrêmement dense, extrêmement riche, mais vous vous rendez compte qu'on peut vraiment parler d'une sorte d'archétype, une sorte de figure qu'est le héros, et cette figure-là, vous pouvez vous en nourrir, vous pouvez décider de vous servir des attributs du héros pour créer vos personnages, pour enrichir vos personnages, pour faire une sorte de suite logique, de suite mythique. Vous créez un mythe, une légende de votre personnage. Et en vous basant sur cette idée du héros, vous pouvez véritablement créer des personnages d'une extrêmement intéressant et d'une extrême qualité. Lorsque vous écrivez un personnage, vous devez vous poser la question des enjeux de ce personnage. Qu'est-ce qui le fait bouger? Qu'est-ce qui le fait sortir de chez lui? Qu'est-ce qui motive l'action qui va générer l'arc narratif? L'être humain a différents besoins, des plus basiques aux plus spirituels, aux plus intellectuels. Le personnage dont vous racontez l'histoire, ce personnage-là, est-ce qu'il a un besoin de survie? Est-ce qu'il est dans un besoin particulier qui fait que si jamais il ne mène pas sa quête à bien, il meurt de faim ou il est abattu par l'ennemi? Ça, c'est un type d'enjeu. Ma survie. Est-ce que, plus tard, ce personnage, plutôt, il a quelque chose qui concerne l'amour ou la relation à autrui, une sorte de stabilité émotionnelle, retrouver sa famille. Ce personnage a-t-il besoin de reconstruire sa cellule familiale? Voilà un autre type d'enjeu. Peut-être que le personnage, il cherche le respect. Peut-être que ce personnage, il lutte pour ses droits. Peut-être qu'il lutte pour que la société soit plus égalitaire pour lui. Et que donc son combat ne soit pas simplement quelque chose qui ressurgisse sur lui, mais sur ses semblables. Voilà un autre type d'enjeu. Vous avez tous les degrés. Un personnage peut simplement chercher la beauté. Un autre peut chercher simplement la connaissance. Trouver la connaissance. Atteindre la vie éternelle. Il y a plein de degrés différents d'enjeux. Néanmoins, votre personnage, il doit avoir des enjeux clairement définis. Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce qu'il se lève le matin? Pourquoi ces actions sont-elles ces actions-là? Qu'est-ce qui motive ces actions? Vous devez clairement définir les enjeux de votre personnage. Si vous ne savez pas pourquoi lui se bat, si le personnage ne définit pas clairement pourquoi il mène son action, alors le spectateur, le lecteur, ne sera pas en mesure non plus de comprendre pourquoi. Si vous êtes clair dans les enjeux de ce personnage, et il est sur le fil, et de la clarté du fil sur lequel il se trouve, si vous êtes clair là-dessus, votre spectateur comprendra ce qui motive ses actions. N'oubliez jamais que son attitude, sa personnalité et son intention va motiver des actions. Son intention, elle doit être fondée sur quelque chose. Fondez-la sur un besoin. Fondez-la sur le besoin d'être respecté, de survivre, d'être aimé, de trouver la beauté. C'est important de rester dans la postérité. Pensez à notre guitariste de jazz. Il a un besoin de reconnaissance, ce personnage. Il veut être connu. Il a tout ce qu'il veut. Mais il est inconnu. Il souffre de son absence de notoriété. Faites de ce personnage et de cette absence de notoriété un enjeu. Si cet enjeu est clair, le personnage sera clair et les actions qui découleront de son intention seront également des actions claires. Votre personnage ne peut pas partir à l'aventure tout seul. Pour que le récit fonctionne, pour que l'histoire existe, il va avoir besoin d'être entouré de tout un tas d'autres personnes, d'autres personnages. Ça peut être des personnages qui vont l'aider dans sa quête, ou des personnages qui vont s'opposer à sa quête. S'il n'y avait pas d'antagoniste ou de vrai méchant, peut-être que le héros ne partirait pas à l'aventure. A l'inverse, peut-être que s'il n'avait pas les soutiens nécessaires, le héros ne pourrait pas atteindre sa quête et réussir sa quête. On va donc, dans notre récit, pour lui permettre d'exister, pour permettre à notre récit d'être intéressant et de prendre corps, on va y ajouter des personnages secondaires, des personnages qui vont avoir différentes fonctions et qui vont être là pour faciliter la narration et le récit. Les personnages secondaires existent sous plein de formes. Vous pouvez par exemple prendre le rôle du meilleur ami. Votre personnage principal, vous n'arrivez pas à montrer exactement ses intentions. Vous avez des difficultés dans l'écriture et vous avez besoin d'éclairer la lanterne du spectateur. Le spectateur, il a besoin clairement de savoir quel est le but, quelle est l'intention de notre personnage principal. Si vous avez un nouvel ami qui est là, le meilleur ami qui est présent, eh bien, le personnage principal va lui dire, voilà, écoute, moi, ça y est, au lycée, j'ai eu la meilleure note au volley et j'ai toujours rêvé d'être joueur de volleyball professionnel. Eh ben, je vais tout faire maintenant pour entrer dans l'équipe nationale de volleyball et gagner les Jeux Olympiques. Là, le personnage,
il donne son intention, clairement. C'est pas en montrant de l'entraînement acharné qu'on va montrer son intention de faire du volleyball. Là, on se sert du personnage de l'ami qui va être le réceptacle d'une intention. Et en donnant cette intention et en créant ce dialogue, en fait, on ne le fait que pour le spectateur. Donc il faut faire attention. À chaque fois qu'on dit les choses plutôt qu'on ne les montre, on va alourdir le récit. Donc il faut faire attention. En plus, un personnage du meilleur ami, s'il n'est pas tout à fait écrit correctement, vous allez avoir un personnage un peu monochrome, peut-être un peu fade. Néanmoins, vous lui permettez de remplir sa fonction, qui est celle d'informer le spectateur à travers un personnage secondaire. Vous avez d'autres personnages qui peuvent être des personnages qu'on va dire dimensionnels ou thématiques. Des personnages qui vous permettent par exemple de parler de quelque chose. Vous êtes sur un film de guerre. On parle de guerre, on parle de guerre, on parle de guerre, on parle beaucoup de morts, énormément de morts. Et finalement, c'est la guerre du Vietnam, il y a énormément de victimes, etc. C'est très violent. Et vous, le scénariste, vous avez envie de raconter aussi autre chose. Vous avez envie de parler de l'espoir, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous allez intégrer dans votre scénario un médecin qui sauve des vies. Un personnage qui, par exemple, lui, va être un moyen de montrer qu'il y a de l'espoir. Qu'on peut quand même trouver des choses belles dans ce conflit armé qui fait des milliers de victimes. Ça encore, c'est une fonction d'un personnage. Un autre personnage également, ça peut être le fameux aidant, on en a parlé précédemment, celui qui va aider le héros pour aller dans son aventure. L'aidant, il peut l'aider parce que c'est son ami, et qui lui dit voilà la vérité, viens prendre part au combat, mais l'aidant ça peut être un ennemi, et quand le héros voit que son ennemi va lui faire concurrence, par exemple il y a une place de joueur de volleyball dans l'équipe nationale française cette année, et l'ennemi juré du lycée du personnage principal veut aussi, lui, avoir cette place de joueur de volleyball. Dans ce cas-là, vous créez une émulation entre les personnages opposés. Votre personnage principal veut sa place de joueur de volley, et il a un ennemi qui est un ennemi dur, un ennemi qui est capable de faire ça. Donc cet ennemi qui peut gagner sa place de joueur de volley et donc lui empêcher d'atteindre son rêve, eh bien, de par le fait qu'il décide et qu'il exprime le fait qu'il veut faire partie de cette équipe de volley, cet aidant, il va donc le faire avancer. C'est un ennemi, mais il va l'aider et il va le lancer dans son aventure. C'est par l'opposition à cette personne qu'il va réussir à avancer. Un autre type d'aidant, ça peut être quelqu'un qui meurt, tout simplement. La mort d'un personnage proche du personnage principal peut tout à fait le motiver à partir et à l'envoyer dans l'aventure. Quelqu'un de sa famille a été tué, il doit retrouver le coupable. Lui, il n'a jamais voulu partir à l'aventure. Mais la personne qu'il aimait est morte. C'est un appel à l'action pour trouver l'ennemi, pour mener sa quête, pour créer l'arc narratif. Vous voyez, il y a plein de façons d'avoir des personnages secondaires. Vous pouvez avoir des personnages qui vont être simplement des personnages d'illustration. Un soldat très caractéristique, très stéréotypique, qui va être là et uniquement parce qu'on aura besoin d'un gros bras dans le film. C'est possible. Et dans les personnages secondaires, dans les autres personnages du film, vous avez également les antagonistes, l'opposé du héros, son alter ego inversé. Le personnage qui est tout le possible négatif, par exemple, du héros. Vous avez un héros qui est quelqu'un qui représente le bien, on va aller encore une fois dans le cliché, le blanc et le noir. Vous avez donc un héros qui va être dans le bien, dans la lumière. Peut-être que ce héros va avoir un antagoniste qui sera son vrai ennemi et qui aura toutes les caractéristiques du héros, tous ses talents, mais il les mettra non pas au service de la lumière, mais au service de l'ombre. Et encore une fois, vous montrez avec ces personnages secondaires, vous donnez du dynamisme. Vous créez une émulation, une sorte d'échange entre le personnage principal et toute cette nuée de personnages qui vont graviter autour de notre héros. Il est très important de faire des miroirs, de faire des ping-pong entre ces personnages-là. Votre personnage, il doit s'identifier aussi aux personnes à qui il s'oppose. Les humains font ça. Tout le monde se compare. Vous comparez votre travail à celui des autres. Vous comparez votre travail à vos amis, mais vous comparez aussi vos travaux à vos ennemis. Et donc dans cette situation-là, vous êtes en situation de vous servir de la personnalité d'un tel ou d'un autre pour motiver votre action. Vous faites les choses parfois, non pas parce que vous voulez les faire, mais vous les faites pour séduire. Et donc ce qui est très important pour vous, c'est de bien comprendre que cette tendance humaine à se comparer, à s'opposer à autrui, et à avoir un miroir, qui peut être parfois un miroir déformant, mais un miroir face à soi, c'est ce qui motive l'action, c'est ce qui permet au personnage d'avancer. On va, grâce aux personnages secondaires, pouvoir créer une histoire qui sera dense, et on va donner du sens aux intentions et aux motivations de notre personnage principal.